Re-bienvenue à Mémoire digitale, un autre épisode innovant qui débute. Une chance incroyable pour moi de discuter avec quelqu'un d'innovant, avec quelqu'un d'inspirant. Surtout cette personne-là que je reçois aujourd'hui, Laou Keta, bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé, c'est un énorme privilège que j'ai aujourd'hui d'avoir la chance de parler avec l'une des 4 inventrices d'une boîte noire. Quand même, il n'y en a pas 150 000 sur la planète, il y en a 4. Il y a M. Usno en 1930, M. Warren en 1953, toi et ta sœur en 2010 avec la 3e boîte noire. Tu as un parcours excessivement inspirant. Tu as un parcours qui est parsemé de plein d'épreuves au travers de tout ça, ce qui fait de toi une femme d'affaires excessivement résiliente, ce qui est une grosse qualité, je pense, en entrepreneuriat qui est nécessaire. Parle-moi de toi un petit peu. Puis la première question que j'ai le goût de te poser, là-haut, c'est pour toi, c'est quoi l'innovation? Ah, ça c'est une bonne question. Alors pour moi, l'innovation, si tu veux, ça s'apparente un petit peu à de l'art. C'est vraiment une œuvre d'art que tu découvres au fur et à mesure que tu fais ton innovation. Et plus particulièrement en aéronautique, c'est vraiment l'introduction d'une solution, on va dire, disruptive, révolutionnaire. Il faut avoir beaucoup de courage pour introduire une innovation en aéronautique parce que ça force l'industrie à changer de cap pour être beaucoup plus performante et parfois pour introduire beaucoup plus de sécurité en aviation. Parce que c'est le fun que tu parles de sécurité parce que j'ai eu la chance de faire, je fais mes recherches, j'ai pu aller écouter quelques podcasts, quelques balados auxquels tu as participé. Le côté sécurité, bien-être des autres fait partie de tes valeurs parce que c'est familial, même ta sœur est médecin, ton père était chirurgien, ta mère était sage-femme, ça fait partie des valeurs familiales, ce bien-être des autres, donc de l'amener dans une priorité, ou en tout cas du moins très haut dans tes valeurs entrepreneuriales. Je trouve ça fascinant de voir ça parce que beaucoup d'entrepreneurs ont l'audace, ont l'innovation, ont des valeurs très... Je vais peser mes mots, un peu matérialiste des fois, un peu pécuniaire à la fin, mais cette valeur-là du bien-être des autres est très forte chez toi, puis ça me fascine. À quel point ça a toujours fait partie de ta vie, ça? Ça a toujours fait partie de ma vie parce que moi, c'est l'éducation que l'on m'a donnée et tu pourrais être vraiment très étonné. Ça peut t'ouvrir des portes, le fait justement de, comment dire, de prendre en compte l'autre parce que moi qui ai la chance de mentorer des étudiants, je dois leur transmettre des valeurs très précises, de respecter les procédures, la checklist parce que à la fin ce sont des humains. La Voilà. rigueur qui est nécessaire dans ce milieu-là, là. Voilà, la rigueur qui est nécessaire, mais en même temps, je leur dis, si vous ne faites pas ça, un jour, c'est votre grand-mère ou votre maman qui va monter à bord et ça vous reviendra comme un boomerang. Parce qu'on est tous responsables les uns des autres, surtout en aéronautique, ça se vérifie, et c'est une chaîne humaine. La sécurité, c'est vraiment le pilote qui remplit bien le carnet de vol quand il y a une panne, le technicien qui a la bonne compréhension de ce que le pilote lui a dit, et le mécanicien qui va réparer l'avion et qui va remettre en vol cet avion. Donc c'est vraiment une chaîne humaine et l'humain est au cœur des préoccupations de la sécurité. Oui. Tu es originaire guinéenne, tu es allé à Bordeaux très jeune pour étudier. Comment on fait le choix d'aller vers l'innovation aéronautique, aérospatiale, étant jeune, quand on a une famille qui est très, très médecine, sciences humaines, sciences de la vie, et toi, tu prends la technologie et les sciences mécaniques. Comment ce premier pas-là dans l'innovation s'est passé pour toi? Alors moi, je suis française, je suis née à Bordeaux, mais je suis d'origine guinéenne. Donc, alors c'est vrai que, comment dire, moi j'ai commencé toute petite avec mon papa, qui est chirurgien, donc lui il réparait des corps, hein, mais il était passionné de mécanique. C'est lui qui dépannait les tondeuses, regardait la chaudière, il faisait des recherches de panne dans nos équipements à la maison. Et moi, c'est vrai que j'étais pas très féminine, j'aimais bien bricoler avec lui. Alors du coup, à chaque fois,
je me collais à lui et donc tout naturellement, on faisait les recherches de panne. Il me disait passe-moi la clé de ça, tiens regarde le brûleur de la chaudière, qu'est-ce que t'en penses? On décrassait la bougie de la tondeuse ensemble. Donc c'est vrai que une fois que je suis arrivée moi dans l'aviation, que j'ai vu les schémas électriques des avions, ça m'a parlé tout de suite parce que en fait depuis toute petite, mon père m'avait éduquée à la technique en fait. Est-ce qu'il t'a éduqué involontairement, on pourrait dire? Parce que je pense que tu étais pressenti pratiquement une carrière d'interprète, tu étais polyglotte très jeune. Est-ce que c'est involontairement qui t'a amené vers ce milieu-là, puis toi, tu as juste eu une révélation de l'amour de l'aéronautique? Parce que je pense que moi, j'ai eu cette passion-là très jeune. J'ai eu la chance d'être dans les cadets de l'air. J'ai eu des camps en aérospatial très jeune. Je rêvais d'être pilote de chasse jusqu'à temps que mon orienteur à l'école me dise Pierre-Sébastien, malheureusement, tu as des lunettes, tu ne pourras jamais être pilote de chasse parce qu'à cette époque-là, les opérations n'étaient pas acceptées. Mais j'ai toujours eu cette fascination-là. J'ai volé en C-130 Hercule, j'ai volé en Cessna, j'ai fait du planeur, j'ai fait de l'hélicoptère Griffon. J'ai cette fibre-là de l'aéronautique qui me parle beaucoup, beaucoup et que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis je me dis, comment on fait pour se rendre dans une famille? Puis le fait d'être une femme noire, ça n'a pas dû être facile non plus. Là, on comprend tous les combats que tu as dû mener, que tu dois encore mener probablement quotidiennement, malheureusement, dans la société d'aujourd'hui. À quel point, pour toi, ça t'a motivé à toujours continuer? Bah, parce qu'en fait, on n'a qu'une seule vie et je me disais, si je vais pas au bout de mes rêves, je vais rater ma vie. Je n'étais pas faite pour être interprète, même si mes parents voulaient m'assurer un travail, on va dire, d'interprète, parce qu'ils se disaient, l'aéronautique, ça va être compliqué pour elle. Mais en même temps, ils m'ont jamais limité. Ils m'ont dit, écoute, si c'est ton rêve, moi, mon oncle, il était pilote, commandant de bord en Guinée. Donc, on a quand même un pilote dans la famille. Et donc, ils m'ont dit, bah vas-y, nous, on va t'appuyer du mieux qu'on peut et the sky is the limit, hein. Donc nous, pour ça, on avait des parents quand même assez avant-gardistes. Mon père, il voulait des filles qui soient débrouillardes. Il nous a élevés un peu comme les militaires, c'est-à-dire qu'il fallait vérifier les équipements de la maison, les extincteurs, fallait être débrouillarde, réparer les équipements de la maison. Donc il voulait des filles autonomes et des filles sportives. Autonome. Voilà, exactement. Donc du coup, il avait aucun problème, mais il disait toujours, le métier que tu choisis, tu vas au bout et tu es excellente. Donc voilà, ils nous ont appris l'excellence. La quête de l'excellence, ce désir-là de dire, OK, tant qu'à faire quelque chose, on va le faire comme il faut, on va le faire de bonne façon pour avoir une réputation de renommée, ce que tu as réussi à gagner à travers les années, à travers tout l'acharnement, parce que je pense que c'est le bon terme, acharnement que tu as dû mettre dans ton rêve de devenir la première femme noire en aéronautique à la tête d'une entreprise, avec ta sœur Fatou. Il y a tellement de choses qui se sont passées, parce que au-delà du désir de la femme, là-haut, qui est de rayonner, de s'épanouir comme entrepreneur dans le domaine de rêve, qui est l'aéronautique, tu as une forte présence sur l'inclusion, sur le passage aux autres, sur qu'est-ce que tu peux laisser comme legs aussi. Est-ce que ça aussi, ça vient de ta famille? Oui, absolument. Ça vient de ma famille parce que nous, on a vraiment un sens, on va dire, politique extrêmement fort. C'est-à-dire que, mais ça vient de nos origines familiales où, eh bien, il faut faire, nos parents, ils nous disaient, il faut être utile à la communauté. Tu ne peux pas vivre que pour toi. Tu es une privilégiée, donc tu dois assister les personnes les moins privilégiées. Donc, on a été éduqués comme ça et donc, tout naturellement, moi j'ai toutes mes sœurs qui sont dans des associations, qui se battent pour les autres. Il n'y en a pas une qui ne fait pas quelque chose pour l'autre, parce qu'on ne se verrait pas vivre égoïstement. Donc notre maman est partie, elle nous a légué sa fondation qui s'appelle Demain nous serons tous dignes au Sénégal pour l'autonomie des femmes. Mon autre sœur prend ça en legs, parce que moi je peux pas tout faire, hein. Mais voilà, donc mais quand même, t'en fais déjà beaucoup, je trouve. Oui, parce que pour moi c'est ridicule de vivre que pour soi. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment, y a pas, on peut pas vivre sans spiritualité. Il y a un sens à toute chose. De la même façon que on bâtit un avion avec des règles, des choses. Nous, les êtres humains, on a été bâtis. Il y a un sens à notre vie. On n'est pas venu là sur Terre par hasard. Non, pas du tout.
Il n'y a rien qui arrive pour rien, effectivement, dans la vie. Puis je pense que tu l'as prouvé dans ton parcours. Parlons-en un peu de ton parcours. Tu sais, étant jeune, bon, tu avais le choix, on voulait t'envoyer comme interprète. Tu as décidé de faire ton chemin à toi, de t'en aller dans l'aéronautique, malgré les embûches qui devaient... À l'époque, est-ce que tu étais consciente de tous les combats que tu aurais amenés? Bah non, moi je suivais juste mon rêve. Je voulais pas rater ma vie. Je me suis dit j'ai qu'une seule vie. Quand à chaque fois que j'avais un avion qui passait au-dessus de moi, je me suis dit non non, il faut que je sache comment c'est fait un avion. Je voulais connaître les principes aérodynamiques. Je voulais démonter les avions, etc. Donc j'ai suivi mon rêve. Et donc, je me suis dit, il n'y a personne qui va me limiter dans mon rêve parce qu'on n'a qu'une vie. Et donc, il faut aller au bout de ses rêves, quoi qu'il en coûte. Et c'est vrai que on peut pas, on peut pas penser aux embûches en avance, mais je peux te dire que même dans les petits jobs, tous les jours, tu as des embûches. Tous les jours, je veux dire, c'est difficile partout et à tous les niveaux. Donc, autant faire un métier qui te plaise. Donc, tu es allé là en conscience de cause. Tu t'es dit, OK, parfait, je sais dans quoi je m'embarque, c'est ce que je veux faire, je vais pousser vers là. Puis, c'est drôle parce que j'entendais, puis moi, je le sais parce que je l'ai écouté, mais de la façon dont tu as réussi à entrer dans le domaine, à la base, tu as été engagé comme secrétaire parce que tu t'étais rendu disponible à peu près à n'importe quel emploi dans l'aéronautique. Tu étais prête à faire ce qui était offert, tu allais le faire juste pour mettre le pied dans le domaine. Et je puis t'assurer honnêtement que si j'avais dû nettoyer les avions, je serais rentrée quand même en nettoyant les avions. Donc ça va que j'avais des qualifications pour prendre un poste de secrétaire. Donc je l'ai pris, j'ai tout lâché pour rentrer dans le centre de maintenance de l'avionneur français, concurrent de Bombardier. Et donc du coup, je suis rentrée et j'ai pu laisser les gens me sortir de cette aéronautique parce que c'était compliqué pour les femmes de couleur à mon époque, hein, je suis plus très jeune, de rentrer dans la technique. Et même, il n'y avait pas de femme hôtesse de l'air noir. Enfin, c'était très compliqué, vraiment. Mais est-ce que déjà à ce moment-là, tu pourrais dire que c'était innovant de prendre ce risque-là, de dire je laisse tout tomber, je vais prendre le poste que je peux pour juste montrer que je mérite d'être dans cette industrie-là? Bah, moi, je suis animée par la passion. Moi, je suis une fille passionnée, c'est-à-dire je calcule pas, je fonce. J'ai dit waouh, on m'a appelé, j'ai démissionné, je suis partie. J'ai dit après, chaque chose en son temps. Après, on verra. Si dans 2 mois je suis à la porte, c'est pas grave, mais au moins j'aurais approché un avion, j'aurais touché des doigts ma passion. Wow! D'un, c'est très inspirant de t'entendre, Laou, honnêtement, parce que peu de gens acceptent de prendre ce risque-là, d'oser, parce qu'il y a une part d'audace de dire, OK, je saute. Puis on dit souvent, l'entrepreneuriat, c'est sauter d'une falaise puis bâtir un parachute entre-temps. Dans ton cas, c'est probablement un avion. Tu as plus de chances de réussir à fabriquer un avion qu'un parachute rapidement avec tes connaissances. Moi, je vais me contenter du parachute, mais de prendre ce saut-là. Tu sais, puis tu l'as dit, là, une femme de couleur dans l'aéronautique, c'était déjà excessivement rare, même il n'y en avait pas. C'était plus complexe. Je suis convaincu que ton chemin était beaucoup plus complexe que si tu avais été blanche, malheureusement. Ben oui. Mais nonobstant tout ça, tu as persévéré, tu as été résiliente, tu as été déterminée. De secrétaire, tu es rendue inventrice d'une boîte noire en chemin. Entre les deux, tu t'es dit, on va inventer une boîte noire parce que ça se fait pas pour faciliter ton travail. Ton parcours de secrétariat par la suite, tu t'en vas chez Falcon, c'est ça, si je ne me trompe pas? Voilà, je vais chez Dassault Falcon Service, c'est un des centres de maintenance de l'avionneur français Dassault Aviation. Et donc, si tu veux, c'est ça qui commence à faire ma culture technique aéronautique, c'est que j'ai démarré avec les Falcons, et puis il y avait quand même le savoir de l'avionneur Dassault Aviation. Donc moi j'ai appris plein de choses de cet avionneur, j'ai géré des avions, j'ai eu des mentors de la marine, de l'armée de l'air, des militaires, super. Moi j'ai comment te dire, j'ai une admiration pour les militaires parce que ce sont eux qui m'ont formé aussi, qui m'ont très très bien traité, et les militaires
militaires sont des gens extrêmement gentils, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Pourtant, c'est des gens très rigoureux, mais ils m'ont formé comme il faut pour gérer les avions de la marine, les avions de l'armée de l'air, etc. Et je les remercie. Et puis c'est ça qui a fait que petit à petit j'ai pris confiance en moi. Ils m'ont comme un enfant qu'on élève, et j'ai pris mon envol. Les premiers pas, tranquillement pas vite. Falcon font des petits jets privés, des plus petits cargos. Je te dirais, là, je pense pas ils sont pas dans les Airbus ou le Boeing, les gros transporteurs. Comment cette migration-là se passe pour un inspectrice comme toi? Est-ce que c'est les mêmes détails techniques, tout dépendant du modèle? Comment ce chemin-là se fait quand tu tombes sur un différent modèle d'avion dans ton rôle? En fait, comment dire, il faut suivre les procédures du constructeur. L'aviation, tu n'inventes rien du tout. Tu suis les procédures parce que si tu commences à inventer, c'est là où c'est le risque et c'est l'accident. Donc tu suis pas à pas. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que comme j'étais une passionnée, j'ai été curieuse de tout. J'ai ouvert les manuels de maintenance, j'ai calculé les coûts à l'heure de vol. Je me suis dit mais attends, quand on fait un vol court, on use plus de trains d'atterrissage, de freins, de roues, donc je vais mettre des coefficients plus importants sur ça que si on fait un vol long où on va plus user les batteries, etc. Et c'est comme ça que tu fais ta culture aéronautique au fur et à mesure que tu découvres ton travail et puis au fur et à mesure des années, parce que pour être inspectrice avion, ça prend quand même des années et des années. Voilà, j'ai gagné en technique et je me suis formée sur le terrain. Puis aujourd'hui, tu as le désir de redonner puis de laisser un legs aux plus jeunes, aux femmes en aéronautique, aux femmes noires en aéronautique, quand même, faut le spécifier. Puis tu es un magnifique porte-étendard, honnêtement, pour ce dossier-là. Il y a un hub qui a été créé en Europe, tu es rendu au Canada aussi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour la Oukéta dans son désir de changer un peu le domaine de l'aéronautique? Parce que c'est un peu ça, le chemin de croix que tu as décidé de faire, c'est un peu de bouleverser le statu quo qui était l'aéronautique à l'époque et de l'amener dans un mouvement perpétuel d'inclusion, de facilité d'acceptation au niveau féminin aussi. Comment se passe ce chemin-là? C'est quoi les étapes qui sont en train de se faire en ce moment? En fait, moi, je fais pas de discrimination à l'envers parce que ce que moi je condamne, je peux pas le faire. C'est-à-dire que moi, je prends tout le monde. Aujourd'hui, nous, chez Keita Systems, on forme les étudiants des grandes écoles aéronautiques en France, etc. Comme on va former toutes les personnes, on va faire une passerelle vers les métiers de l'aviation, et bien à des personnes qui ne se représentent pas dans l'aviation. Parce que si tu regardes un petit peu les vidéos qui sont aéronautique, c'est toujours un peu les mêmes. L'homme, la femme caucasienne, il n'y a pas de noir. Exact. Donc les petits garçons et les petites filles, ou même les personnes en situation de handicap, tu vois pas de fauteuil roulant, ne se représentent pas dans ces métiers-là. Donc nous, ce que l'on dit, c'est qu'on prend tout le monde, parce qu'il ne s'agit pas de faire ce que nous on condamne, puisque moi je forme des futurs Thomas Pesquet, des astronautes, mais en même temps, on ouvre la porte à des petites filles que l'on commence à éduquer en Afrique, en France, au Canada, et tiens-toi bien, Alors moi, je suis très contente parce que ce hub aéronautique inclusif, le pays pilote, c'est la France, mais il a vocation aussi à être au Canada, et on a une marraine extraordinaire. Je ne veux pas dévoiler son nom, mais qui est des Forces armées canadiennes, qui a accepté... Wow. Ah oui, on est très très fiers et je vais faire un post LinkedIn, c'est pour ça que je ne veux pas dévoiler son nom parce qu'elle est adjudante-chef dans les Forces armées canadiennes. Elle m'a dit là où je veux redonner aux petites filles canadiennes, aux personnes en situation de handicap au Canada, et donc on va la suivre dans ses activités d'inclusion dans les Forces armées canadiennes. Et c'est pour ça que je t'invite, parce que bientôt, d'ici une semaine ou deux, je vais être sur le volet canadien et dire voilà les Forces armées, ce qu'elles font en matière d'inclusion. Elle s'appelle Marlène, c'est tout ce que je vais dire. Je vais pas donner son nom, mais sur le site du gouvernement du Canada, elle est en superbe uniforme, une adjudant-chef, elle est magnifique et elle a énormément d'ambition pour redonner et montrer l'exemple au niveau des Forces armées canadiennes. J'ai eu la chance dans mon ancienne vie d'entrepreneur, quand j'ai eu mon entreprise en réalité virtuelle, de travailler avec la grappe aérospatiale Aéro Montréal.
Ils nous avaient mandaté à l'époque avec Zone 3 pour faire une vidéo en réalité virtuelle, donc en vidéo 360, de l'histoire d'une petite fille qui aspire au monde de l'aéronautique. OK. Fait que j'ai eu la chance de visiter les héros d'EFTEC, les bombardiers. Ah J'ai oui? été assis pendant 4 heures dans le simulateur de la C-Series à Saint-Hubert, où on a pu tourner avec un maître formateur. Et j'ai compris à ce moment-là l'importance qu'il y avait, parce qu'initialement, il disait on veut faire une vidéo pour pouvoir promouvoir l'aérospatiale. On veut augmenter le nombre de filles qui choisissent ce champ d'expertise-là. Et quand on était 12 agences à pitcher sur le projet, si tu m'excuses l'anglicisme, et ce qui a fait que nous, on a été sélectionnés, c'est que j'ai décidé de raconter son histoire. Donc, de raconter l'histoire de la petite fille qui rêve à l'espace, qui rêve à l'aéronautique, à l'aérospatiale, à l'âge de 9 ans. Donc, la première scène de la vidéo, quand on commence, c'est une petite fille dans sa chambre qui joue avec une maquette d'un Challenger puis qui regarde les étoiles au plafond de sa chambre en réalité virtuelle, pour pouvoir nous amener à comprendre le chemin qui s'en venait puis la croissance que ça pouvait apporter pour cette jeune fille-là. Parce qu'effectivement, je pense que l'inclusion, la diversité n'est pas suffisante dans ce domaine-là qui est très, puis même très masculin. Là, je vais le pousser à la limite. C'est encore beaucoup trop masculin que ça devrait l'être, à mon avis. L'expertise n'a pas de genre, n'a pas de couleur, n'a pas de race. Oui. Les connaissances non plus. Les humains sont des humains, puis je pense que tout humain peut apporter énormément dans un domaine quelconque. De voir la façon dont tu portes ce dossier-là, c'est très motivant et je pense que c'est un beau message pour la relève puis le futur. Puis de voir l'implication que tu as dans ce hub-là, que ce soit en France, au Canada. Je sais que tu as appris à parler coréen pour pouvoir aller en Corée, que tu parles le finnois pour parler avec les Finlandais. C'est l'implication et le désir, ta résilience de toujours vouloir être au top. Parce que c'est ça, être au top, être en haut, être la première en avant, fait de toi une personne qui est le parfait porte-étendard pour ce combat-là. Je voulais te le dire d'humain à humain, de personne à personne. C'est magnifique le travail que tu fais, puis continue. Là, je suis un fan fini. Je vais continuer à te suivre et je trouve ça très intéressant. Et là, on va faire une petite pause, on s'arrête quelques instants parce que je veux qu'on rentre dans Tempéus. Je veux qu'on rentre puis qu'on comprenne le combat d'une vie que tu mènes dans cette invention-là. 2 femmes noires qui inventent une boîte noire dans un monde caucasien, blanc, homme masculin, qui vient changer les normes, qui vient changer la façon de procéder, qui améliore les procédés. Je veux qu'on rentre dans ce chemin-là, dans cette innovation-là que tu portes en toi depuis toujours et que là, maintenant, tu portes à grand public et que tu veux déployer à grand public. Fait qu'on s'arrête quelques instants et on en reparle au retour parce que je veux absolument comprendre tout ce qui se passe dans la tête de Lau Kieta. Merci beaucoup d'être là encore une fois. Avec plaisir. De retour à Mémoire digitale avec Lau Kieta, qui est cofondatrice de Kieta Systems, co-inventrice de Tempéus, la 3e boîte noire du monde de l'aéronautique. Toujours un plaisir de te parler, Lau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton parcours d'innovation, de la place que l'innovation prend dans ta vie quotidiennement maintenant. Étant jeune, c'est un choix de choisir l'innovation, d'accepter l'innovation. Maintenant, je pense que ça fait partie prenante de ta vie. Aéromoral, tu dois être impliqué avec ces gens-là, nécessairement avec ton désir de participer, d'être un peu partout, autant en Europe, en France qu'au Canada, avec les hubs. Tu dois parler avec des gens de l'aérospatiale, de l'aéronautique au Canada. Comment se passe cette relation-là? Comment se bâtit cette relation-là avec le Canada? Alors, il y a des personnes formidables comme Béatrice Agostini qui, honnêtement, et c'est pour ça que je tiens à la citer, elle œuvre pour la diversité et l'inclusion. Béatrice, elle m'a énormément aidé justement parce que je représente en plus une organisation qui s'appelle l'Organisation des professionnels noirs de l'aérospatiale que je mets au Canada pour justement faire cette diversité et inclusion. Donc Béatrice, elle fait un travail formidable. Alors depuis peu, j'ai intégré le comité diversité et inclusion d'Aéro Montréal pour donner mon opinion si je peux aider. Mais en même temps, tu vois, c'est toujours compliqué parce que moi, je viens de France, j'ai une culture française, je ne suis pas québécoise et c'est compliqué de pénétrer le marché au Canada, bien qu'on ait notre société au Canada. Donc, il faut être résilient, il faut attendre. Peut-être qu'un jour, le Québec ou le Canada sera prêt pour nous, je ne sais pas. Mais en attendant, ça ne nous empêche pas, on fait la part des choses, on appuie ce qu'on peut appuyer en matière de diversité et inclusion et on verra par la suite. Tu sais, nous, on est très résilientes, hein. Bien, vous l'avez prouvé par le passé, vous le prouvez, je pense, à tous les jours, cette résilience-là. T'en parles un petit peu avec
de façon très anodine, je trouve, les défis auxquels tu fais face quotidiennement en étant une femme noire en aéronautique. Est-ce que, justement, c'est difficile? À quel point, peut-être essayer de faire comprendre aux gens qui nous écoutent, à quel point c'est difficile d'arriver avec une innovation, de vouloir prendre cette place-là pour une femme noire? Parce que j'aurais pas la même conversation, malheureusement, avec un homme blanc qui arrive avec une invention en aéronautique. Ça serait, je dirais pas walk in the park, mais il y aurait pas le tiers des épreuves que vous avez à vivre. À quel point c'est difficile pour vous de réussir à faire ton rêve, à bâtir votre rêve? Ben, tu sais, tout part de l'éducation. Et comment te dire, de la façon dont tes parents t'ont éduqué à la diversité, tu vas penser que les personnes issues de la diversité, elles sont soit dans le sport, soit dans la musique, soit dans les cosmétiques. Mais si on te dit une femme noire, astronaute, là, t'as un peu plus de mal parce que justement, tu n'as pas eu cette représentativité de par ton éducation et parce que quand tu as cheminé, t'en as pas vu dans ton domaine. Donc, nous, on est un peu, on va dire, ça crispe un peu parce que les gens se disent, bah non, on ne pensait pas qu'il y avait des Noirs dans l'aéronautique de pointe. Donc, le défi, il est là parce que l'aviation, ça marche par cooptation. C'est-à-dire que si personne ne t'ouvre la porte, tu restes à la porte de l'industrie et tu n'es pas arrimé à l'industrie. Ça ne t'a pas échappé que Aéro Montréal, c'est une grappe aérospatiale. Donc, si tu es pas dans la grappe, tu es hors de la grappe. Donc, du coup, voilà, c'est ça. Mais voilà, nous, on accepte. Hein, je veux dire, c'est pas... On s'énerve pas, on prend notre place quand même, et puis le tout c'est qu'il y ait le respect et on avance comme on avance et on fait du coup en attendant notre inclusion, notre devoir de ce qu'on peut faire. Est-ce que tu disais l'aérospatiale, t'as beau frapper à la porte, s'il l'ouvre pas, c'est difficile à rentrer. Est-ce qu'en travaillant pour inventer la troisième boîte noire, tu t'es pas créé toi-même ta porte? Oui, moi, comment te dire, j'ai fait cette société Keita Systems parce qu'à un moment donné, je me voyais limitée parce qu'on me laissait pas passer. Donc, du coup, je me suis ouvert ma propre porte et je ne me suis pas limitée en créant justement cette troisième boîte noire parce que moi, j'inspecte les avions. Donc, je sais que, si tu veux, la sécurité d'un avion, elle n'est pas que linéaire, elle est vraiment triangulaire. Il faut à la fois deux boîtes noires dans l'avion, mais il en faut une au sol et ça fait un triangle. Et là, on est dans le vrai et on a analysé la sécurité d'un avion. Donc, voilà, mais la chance que j'ai, c'est que cette technologie, elle est déjà équipée sur des avions qui volent en Hongrie. Donc, ils sont certifiés avec notre technologie, ça marche, il n'y a personne qui peut me dire c'est ridicule ton histoire. C'est ça qui est... On n'est plus à l'étape de preuve de concept. Là, on est rendu à l'étape de commercialisation, on est rendu à l'étape de prouver le fonctionnement, de démontrer la fiabilité, parce qu'effectivement, il y a les deux boîtes noires en vol qui sont toujours récupérées. Et là, de ce que j'ai pu comprendre au niveau de ma compréhension de l'aéronautique, au niveau de tout ce qui est donné au sol, de maintenance, d'entretien, historique de maintien, c'est tout ça que grâce à Tempus, on est en mesure d'avoir une certaine traçabilité de l'entretien de l'avion, c'est bien ça? Ça mesure l'évolution de la configuration de l'avion parce que si tu veux, quand un constructeur livre un avion à une compagnie aérienne, un opérateur d'avion, eh bien, l'avion, il a un numéro de série, il a un numéro d'agrément en disant il y a tant d'extincteurs avion, le pneu numéro tant, etc. Mais dès lors que tu changes un composant de l'avion, tu t'éloignes de la configuration d'origine. Qui c'est qui certifie que le tout va bien marcher? Eh bien, il faut que tu le mettes dans une plateforme et que tu le surveilles. Comme quand tu fais la cuisine, ça ne te viendrait pas à l'idée de faire cuire du riz et de laisser ça sur la casserole sans le surveiller un peu. Eh bien, Tempus, c'est ça. C'est vraiment de surveiller l'évolution de la configuration de l'avion pour pas qu'il ne devienne dangereux de par le fait qu'il s'éloigne de sa configuration d'origine. Combien de temps ça peut prendre? On parle, le volet inspection de l'avion. L'avion est construit, le fuselage, les ailes, tout le kit. Et là, on arrive à l'étape de l'inspection qui est ton rôle à toi. Ça prend combien de temps prendre le temps d'inspecter un avion
d'un bout à l'autre pour s'assurer qu'il soit prêt au vol? Ça dépend de l'inspection. Si tu comment dire, tu le prends comme moi qui suis spécialisée dans tout ce qui est achat et vente d'avions, si tu le prends depuis la sortie d'usine, pour un avion, moi ça m'est arrivé pour un avion qui a 25-30 ans, de mettre 1 à 2 mois. Entre les Oh, quand même, papiers. OK. Ah ben oui, parce que quand tu fais une maintenance, ça génère énormément de feuilles de papier que tu dois te taper. Au bout de 25 ans, tu as une tour Eiffel de papier. Donc, Oh my God! 300 mètres de papier pour un avion qui a 25 ans. Donc, tu dois te taper la tour Eiffel. Imagine-toi en papier quand tu mets les feuilles les unes par-dessus les autres. Donc, si tu veux, c'est énorme. Le cerveau humain n'est pas capable d'absorber tout ça. Tu fais des burn-out. Moi, c'est pour ça que j'ai fait cette boîte noire qui digitalise la donnée. C'est soit la tour Eiffel de papier, soit en quelques clics avec son téléphone, on a toutes les données et tous les documents dont on a besoin. Donc, on gagne 40% de productivité par compagnie, par avion. Et là, les prochaines étapes pour Keta System avec la boîte noire Tempeus, il y en a qui sont installés sur des avions qui volent en Hongrie, donc la preuve de concept, on n'est plus là, on est rendu vraiment à l'établissement, à la commercialisation. Quels sont les prochains défis qui s'en viennent pour toi et Fatou? Les prochains défis, c'est que les gens ne nous barrent pas la route parce que des gens comme nous, on énerve beaucoup les gens et c'est vrai que c'est ça, c'est de passer dans on va dire, d'étendre cette troisième boîte noire à large, si tu me permets de m'exprimer ainsi, et on va trouver le moyen de passer et de commercialiser à large parce que de toute façon, c'est une technologie qui fait gagner 40% de productivité par avion. Ça améliore les vols commerciaux. L'Organisation de l'aviation civile internationale, donc les Nations Unies, l'ont validé, l'ont approuvé. Donc on attend de pouvoir passer pour... Voilà, parce que tout le monde est d'accord que la masse. Voilà. C'est juste, le défi, ce sont les gens, parce qu'en fait, je vais te dire, tu le crois ou pas, la technologie, elle a été très facile à faire. Mais par contre... C'est l'acceptation? C'est l'acceptation des gens qui a été compliquée. Est-ce que l'ego du domaine aéronautique est dans son propre chemin? C'est ça, c'est qu'on est confronté à l'ego et à la jalousie, ce qui est... Comment te dire? Mais à tel point que les gens, ils sont vraiment dans l'acharnement, alors que nous, on est vraiment dans dire, mais c'est une boîte noire qui peut faire vivre tout le monde, qui peut partager. Ne nous enlevez pas cette technologie, mais faites avec nous. Mais ça, les gens, ils ont du mal encore à concevoir ça, donc on est résiliente et on continue notre chemin. Historiquement, quand on parle de la boîte noire de soit de Husno ou de Warren, est-ce qu'ils ont eu cette difficulté-là d'acceptation de technologie? Parce que dans toute nouvelle technologie, dans toute nouvelle innovation, il y a un pourcentage d'adoption de technologie qui va varier selon puis une rapidité d'acceptation de la technologie. Est-ce qu'à l'époque de Husno en 1930 ou de Warren en 1953, est-ce qu'il y avait ce même côté réfractaire à cette technologie-là à l'époque? Je ne pense pas, parce que Husno, c'était un militaire, donc il était dans son écosystème. C'est beaucoup plus facile pour un homme. Les gens ne doutent même pas. Quand un homme parle technique, moi, voilà, c'est David Warren, c'est pareil, il a amélioré ces boîtes noires, mais quand il s'agit de Laou et Fatou, là, c'est pas dans le paradigme des gens, ils sont choqués, ils se disent, et c'est pour ça qu'on a fait exprès et qu'on l'a appelée boîte noire, parce que d'abord, c'en est une, et on s'est dit, les boîtes noires réelles, elles sont oranges, cette troisième boîte noire, elle sera noire parce que 2 filles noires l'ont faite, parce que il faut dire aux noirs, mais c'est possible aussi de rentrer dans l'aéronautique. Si nous, on le fait pas, qui c'est qui va le faire? En tout cas, moi, je vais te suivre. Je te suis n'importe où, là où je vais Mais moi, porte-parole, ça va me faire plaisir. Je vais t'inviter partout dans nos événements parce que, tu sais, l'aéronautique, c'est une famille. Donc, moi, tu fais partie quelque part de ma famille et j'ai envie de te faire partager ma passion et tu vas me challenger sur ce hub aussi aéronautique et voilà, on se lie tous ensemble, on est tous différents, on a besoin des compétences et des appréciations des uns et des autres.
Avec plaisir, je serai là quand tu le désireras. Ça me fera plaisir, Laou, de t'aider au niveau que je pourrais t'aider. Mais sache que le parcours que tu as fait est très inspirant. Ce qui s'en vient pour toi l'est tout autant. Bravo pour votre invention parce qu'elle vous appartient, c'est à vous, c'est documenté. Vous avez de quoi être excessivement fiers de cette réussite-là. Puis propageons-le. C'est 2 femmes noires d'origine guinéenne qui sont nées en France, qui ont créé la 3e boîte noire dans le domaine de l'aéronautique. Puis c'est une boîte noire qui change la donne pour tout ce qui est maintenance, tout ce qui est entretien, qui améliore la vie de l'aéronautique. Soyez-en fiers parce que moi, je le suis excessivement d'avoir eu la chance de te parler aujourd'hui. Merci d'avoir accepté qu'on digitalise ta mémoire. C'est vraiment un honneur pour nous de te recevoir et on va suivre ça d'un œil très, très, très intéressé, ce qui se passe pour Keta System dans les prochains mois, semaines et années, assurément. Je te remercie beaucoup pour ton invitation. C'était un honneur pour moi d'être invitée parce que j'aime bien ce que tu fais, comme je te l'avais dit en off. Et puis, moi non plus, je vais pas te lâcher. Donc, et on va cheminer ensemble dans ce parcours aéronautique. Et c'est une grande, grande fierté pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Fierté partagée. On se reparle bientôt. Un énorme merci encore une fois, Laou. Pour celles qui veulent nous suivre, Spotify, Amazon Music, sur le lanternedigital.com, bien entendu. Vous pouvez suivre Laou aussi sur Keta System, sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes là, bien entendu, site Internet également. Vous pouvez suivre Laou sur LinkedIn. Il y a plein de nouvelles. Elle sort tout le temps plein de nouvelles, plein de communiqués, plein de présences partout. Ultra intéressant à suivre. On se dit à une prochaine pour une autre mémoire qu'on digitalise. Bye. Merci. Bye bye.